Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les ministres ou leurs représentants, honorables députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités politico-civiles, militaires et paramilitaires, dans vos titres, grades et rangs respectifs, autorités religieuses et traditionnelles, Majesté roi et tête couronnée, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, révérends pères, aumôniers national et tous les membres de l'aumônerie, des cadres et personnalités politiques, distingués communicateurs, honorables invités et participants. En communion avec le président de la conférence épiscopale du Bénin et les évêques du Bénin, j'adresse à toutes et à tous nos chaleureuses salutations et nos vives reconnaissances pour votre présence physique très appréciée et pour votre soutien de l'hommage mérité par toutes celles et tous ceux qui ont pris part à la conférence des forces vives de la nation du 19 au 24 février 1990. L'impact inédit de l'anniversaire qui nous réunit peut faire écho à la déclaration légendaire et métaphorique du grand poète romain au moment où il achevait le recueil de ses 3 premiers livres des Odes. En effet, émerveillé devant l'œuvre littéraire astrayante enfin achevée, il dit en latin « Exegi monumentum ere perennius », ce qui se traduit en français comme suit: « J'ai achevé un monument plus durable que l'airain ou le cuivre ». De même, en prononçant le rapport final de la conférence des forces vives de la nation, avec l'affirmation solennelle et rassurante « Nous avons vaincu la fatalité », le professeur Albert Devogeret, d'illustre mémoire, faisait aussi de cet événement un monument historique à jamais gravé dans la mémoire collective. C'est bien tout un peuple qui renaît comme une nouvelle âme et qui veut s'élever dans la durée infinie ou jusqu'à l'éternité. Dès lors, nous nous trouvons d'emblée dans un grand défi lorsque nous prenons au sérieux le thème de la présente conférence inaugurale. La conférence des forces vives de la nation, notre passé et notre avenir, quelle responsabilité pour le relèvement de la nation aujourd'hui et demain. J'ai suivi le canevas qui m'a été proposé pour cette conférence inaugurale. D'abord, l'évolution de la vie sociopolitique au Bénin de 1960 à nos jours, la résolution des crises politiques, l'exemple de la conférence des forces vives de la nation. En un deuxième temps, consolider l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. Et enfin, l'avenir des démocraties issues des conférences nationales. L'évolution de la vie sociopolitique au Bénin. J'aborde d'abord les 12 premières années d'indépendance. Après l'accession de notre pays à l'indépendance le 1er août 1960, Hubert Maga fut élu premier président de la République du Bénin, du Dahomey. Son option préférentielle fut de conserver et de renforcer ses liens avec la France, ancienne puissance coloniale. L'un des graves défauts ou des graves premiers faux pas de ce président fut de succomber à la tentation du parti unique. En effet, il avait fait l'expérience douloureuse et même redoutable des affrontements dans un contexte de tripartisme dahoméen et surtout avant l'indépendance. L'ethnocentrisme et le régionalisme divisaient souvent les citoyens de la même nation. Dès lors, il fut amené à créer un parti unique dénommé Parti dahoméen de l'unité. Ce virage inattendu et aussitôt contesté a déclenché des troubles internes d'ordre politique et social, au point que le 28 octobre 1963, le colonel Christophe Soglo a dirigé un coup d'État pour arracher le pouvoir au président Hubert Maga. C'est ce qui a aussi précipité auparavant la chute du premier président ghanéen Nkrumah, alors qu'il était d'abord adulé pour avoir conduit douloureusement son pays à l'indépendance, également pour son panafricanisme. À leur suite, bien d'autres chefs d'État africains ont été tentés par le parti unique et en ont fait des frais à leur dépens. Le pluralisme est l'idéal le mieux partagé dans les communautés humaines et l'organisation des communautés politiques. En effet, selon Claude Bruyère,
professeur de philosophie, je cite, « Le terme de pluralisme nous vient d'un récent vocabulaire politique. Il exprime le refus du parti unique, c'est à limite démocratique d'un régime totalitaire. Positivement, il signifie l'admission d'une pluralité d'opinions représentées par des partis multiples et donc la liberté d'expression menacée cependant d'une prolifération anarchique. » Il le disait dans Communio. Depuis ce premier coup d'État d'octobre 1963 jusqu'à l'année 1972, des gouvernements instables se suivaient et rendaient fragile la bonne gouvernance et la capacité de relever le pays au plan économique, social et au plan d'unité nationale dans la diversité. À la faveur de l'année nouvelle de 1964, le pouvoir est remis aux civils en janvier et Soro-Wiga Apiti a pris les rênes de la fonction de président. Le climat socio-politique ne s'est pas pourtant amélioré. Au contraire, tout s'est envenimé au sommet de l'État à cause d'une sérieuse crise entre le président Soro-Wiga Apiti et son premier ministre Justin Ahoma-Legué, tous deux appartenant au même parti. C'est pourquoi, le 22 décembre 1965, les forces militaires sont revenues au pouvoir par un coup d'État, sans même faire usage d'armes. De nouveau, l'officier Christophe Soglo, devenu général, est revenu dans les arcanes du pouvoir pour présider un comité de rénovation nationale pour redresser et lancer à nouveau l'économie et les finances. Malheureusement, le peuple des travailleurs s'est trouvé lésé dans ses droits et le déclenchement des grèves en 1967 a créé une faille qui a amené le commandant Maurice Kondé à renverser le régime le 17 décembre 1967. Le putschiste installa un comité révolutionnaire ayant pour mission de superviser le gouvernement provisoire et d'instituer une commission constitutionnelle. Le 31 mars 1968, une nouvelle constitution fut approuvée et fondée sur un régime de type présidentiel et le président Émile Derlès Zessou accéda à la magistrature suprême avec les titres de président de la République et de chef de l'État. Cette charge suprême ne fut pas longue, car les militaires ont de nouveau trouvé des raisons de censurer le nouveau président par un autre coup d'État. Ils ont alors désigné le général Paul-Émile de Souza pour présider un directoire militaire le 10 décembre 1969. Au bout de quelques mois de régime militaire de transition, des rapprochements et tractations ont amené les nouveaux rivaux politiques, jusque-là incontournables, les trois rivaux, à trouver une formule pacifique et rotative de gestion du pouvoir suprême. Ce fut le Conseil présidentiel institué puis installé le 7 mai 1970. Il comprend les trois présidents à la tête des partis traditionnels, Hubert Maga, Justin Ahoma-Legué et Soro-Wiga Apiti. Le président Hubert Maga acheva ses 2 ans de mandat et céda le fauteuil présidentiel au président Justin Ahoma-Legué, qui fut renversé le 26 octobre 1972 par les jeunes officiers militaires ayant opté d'abord pour un gouvernement militaire révolutionnaire, JMR, présidé par le commandant Mathieu Kérékou. De la révolution à la République populaire du Bénin, 1972-1990. Après avoir pris les rênes du pouvoir le 26 octobre 1972, le gouvernement militaire révolutionnaire, JMR, mis en place, a mis les 3 anciens présidents en prison et s'est engagé à travailler avec abnégation pour édifier une nation où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. C'est au 30 novembre 1972 que le JMR a publié son discours programme. Au 30 novembre 1974, le JMR opta délibérément pour un régime socialiste marxiste-léniniste et entreprit de combattre le colonialisme, l'impérialisme, le régionalisme, la féodalité et l'exploitation de l'homme-femme. Le 30 novembre 1975, le Dahomey a changé de nom pour devenir le Bénin. Une nouvelle constitution est adoptée le 9 septembre 1977 et est restée en vigueur jusqu'en 1990. Un parti unique voit de nouveau le jour et est dénommé Parti de la République populaire du Bénin, PRPB. Il s'en est suivi la nationalisation des écoles privées et des entreprises commerciales internationales, la propagande idéologique et même athée, ainsi que la confiscation des libertés fondamentales et la restriction des droits humains. Au départ,
la sensibilisation à l'autoprise en charge à travers le slogan « Comptez d'abord sur ses propres forces », ainsi que les régimes économiques, les réformes plutôt économiques, agricoles, scolaires et culturelles ont porté beaucoup de fruits pendant un certain temps. Mais avec le début de l'usure du pouvoir, la faible fréquentation des pays capitalistes, la mauvaise gestion, la faillite de l'économie et la conjoncture économique assujettant à des mesures structurelles drastiques de la Banque mondiale et des institutions financières internationales, une ouverture aux pays occidentaux ou industrialisés a été amorcée de 1982 à 1990. Toutefois, le malaise était déjà profond. Une crise sociale et la baisse alarmante du pouvoir d'achat ont délié les langues et libéré l'audace de la colère, au point que le régime d'alors ait eu la sagesse de se mettre en cause objectivement et de s'ouvrir à un dialogue national. Celui-ci devait prendre en compte la représentativité de toutes les catégories au sein de la nation. 1.3. Les pratiques politiques de la République du Bénin depuis la conférence des forces vives de la nation. Le 24 février 1990, à la satisfaction générale de tout le peuple du Bénin, le président Mathieu Kérékou a approuvé toutes les décisions déclarées souveraines de la conférence des forces vives de la nation. Dès lors, M. Nicéphore Dieudonné Soglo a été élu Premier ministre du gouvernement transitoire. La conférence nationale ayant abrogé la constitution, les constituants ont été désignés pour élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il a été aussi créé de nouvelles institutions pour une période transitoire. Il a été décidé l'abandon de la référence populaire dans la dénomination du pays qui devient République du Bénin, sans oublier la limitation de l'âge des présidents, etc. À la suite de l'élection présidentielle de mars 1991, Nicéphore Soglo a été élu en remplacement de Mathieu Kérékou à la présidence de la République. Ce dernier est élu à son tour en mars 1996, puis réélu en mars 2001. En mars 2006, Thomas Yaïboni, ancien directeur de la Banque ouest-africaine de développement, est élu président du Bénin, et de nouveau en mars 2011. Il a proposé à la fin de son mandat le franco-béninois Lionel Zinsou pour le CCD. Ce dernier a été battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par Patrice Talon. Et ce dernier aussi accède au pouvoir le 6 avril 2016. Il est réélu le 11 avril 2021. En guise de réflexion, nous pouvons convenir que depuis l'aube des temps, les personnes humaines, conscientes des bienfaits de leur sociabilité, ont cherché à se constituer en cellules familiales, puis en communauté politique, dans le cadre d'une nation ou d'un État, pour garantir l'unité, la paix, la sécurité et l'épanouissement de toutes et tous. Bien souvent, pour y parvenir, le chemin et les stratégies donnent de recourir à des valeurs permanentes qui exigent le patriotisme, une quête jamais achevée. Il en est de même pour la conférence des forces vives de la nation, qui s'est tenue au crépuscule du régime de démocratie populaire, et ce régime qui est passé de l'ascension fulgurante à la chute vertigineuse. La conférence des forces vives de la nation s'est illustrée comme un dialogue national inédit et audacieux par la déclaration anticipée de cette décision souveraine. Son déroulement critique a été mêlé de joie des retrouvailles, de l'audace, des incertitudes, des incompréhensions, des menaces de suspension, de foi à la voix du peuple, de peur, d'espérance, contre toute espérance, d'ardeur au travail, de vision globale de la reconstruction de la nation, d'harcèlement des barons du régime, des plans d'action professionnels et des élaborations juridiques limpides et réalistes de conquête de libertés fondamentales. La conférence des forces vives de la nation a donné l'exemple d'une force tranquille, capable de consensus, une force ayant écroulé les murailles d'une forteresse militaro-politique battue par les flots de l'océan Atlantique. La conférence des forces vives de la nation restera une source et un modèle de jouvence pour toute véritable aspiration au renouveau démocratique. Par sa persévérance dans la concorde et l'unité nationale, la conférence des forces vives de la nation a été le levier qui a permis de transcender l'ethnocentrisme, de reculer davantage les limites de nos horizons individualistes et de concourir en un temps record à poser les fondations solides d'un Bénin nouveau. Le temps est venu
de renouveler notre hommage aux figures emblématiques disparues et vivantes et d'éprouver encore la nécessité viscérale de renouer avec nos tendres racines démocratiques. 2. Consolider l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. Face à l'héritage de la conférence des forces vives de la nation, les Béninois gagneraient à saisir l'esprit des pères fondateurs, c'est-à-dire l'intention des auteurs de nos dispositions nouvelles. Il est fort de se replonger, par exemple dans le rapport final, ainsi que dans le préambule de la Constitution de 1990, pour comprendre le contexte des valeurs véhiculées et les choix du type de société pluraliste, d'état de droit, de régime démocratique et présidentiel, d'économie libérale et de préservation des droits humains. Les participants avaient une conception en tête, une volonté de tourner la page d'un régime dictatorial et de viser le bien de la nation dans la perspective d'une renaissance. Dans l'esprit des options prises, on dénote en libéral l'ouvrage classique et les valeurs chères, l'ouvrage classique de l'esprit des lois et les valeurs chères au XVIIIe siècle. Cet ouvrage de Montesquieu est un traité politique publié à Genève en 1748. Ce traité lui a permis de mettre en place et de théoriser les principes du libéralisme. Montesquieu est donc un des fondateurs de l'organisation politique libérale moderne et de la séparation des trois pouvoirs, pouvoir exécutif et judiciaire. Et il a largement inspiré nos pères fondateurs. Le cycle concernant aujourd'hui, c'est la préparation de ce 35e anniversaire à travers la diffusion graduelle et extensive de la vitalité, de l'historique et des effets de la conférence des forces vives de la nation sur les réseaux sociaux, dans la presse et les autres moyens de communication sociale. Partant de la conférence des forces vives de la nation et tout en reconnaissant la valeur permanente de notre devise nationale, je voudrais préconiser une ouverture sur d'autres horizons afin d'explorer les valeurs d'éducation à l'histoire, de la valorisation du capital humain et du vivre ensemble. L'éducation à l'histoire. Une formation à l'amour de la patrie passe par l'éducation civique et crée l'identification à la nation. Le patriotisme fait aimer le lien qui rattache ceux qui ont vécu et ont contribué à la victoire ou à la grandeur de la nation. L'histoire est une véritable institutrice de la vie, dans la mesure où elle conserve les événements et instruit sur la vie du monde, des êtres humains, des peuples et des nations. Faire connaître les événements, les grands personnages, les rois et les successeurs jusqu'à nos présidents actuels est très important. Dès lors, l'histoire s'impose comme matière d'enseignement et d'éducation, de réflexion et de recherche. Dans les temps anciens, cela s'est produit, d'une part avec le droit romain, à travers les instituts, et également aussi à travers le livre d'histoire de France du grand historien Ernest Lavis, paru en 1913 et réédité au moins 50 fois. En ce qui nous concerne, il convient de susciter une volonté politique et pédagogique pour faire connaître à toutes et à tous, et surtout aux générations jeunes, l'histoire de la conférence des forces vives de la nation et les valeurs transmises. Même aux enfants âgés de 7 à 8 ans, on peut enseigner les rudiments de l'histoire nationale et faire de l'histoire les moments inoubliables de la vie nationale, comme la conférence des forces vives de la nation. Le grand historien Lavis que je citais tout à l'heure disait « L'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend avec le cœur ». De même pour nous, à travers l'éducation à l'histoire, nous prenons au sérieux les archives et encourageons les écrits relatant les événements dans le contexte de l'époque, le temps des royaumes, la colonisation, la revendication de l'indépendance, le temps de l'indépendance de la Nouvelle République, les régimes putschistes, le Conseil présidentiel, la Révolution, la conférence des forces vives de la nation, le renouveau démocratique, le changement, la rupture. Cette prise de conscience nous aidera à perpétuer réellement la mémoire de la conférence des forces vives de la nation. Un autre aspect de valeur, c'est la promotion du vivre ensemble. Nous gagnerons aussi à réveiller en nous les actes du colloque sur le vivre ensemble au Bénin, bâti sur les fondamentaux de la conférence des forces vives de la nation. Cette initiative était bienvenue et correspond très bien à la décision ou à la résolution 72-130 du 8 décembre 2017 de l'Assemblée générale des Nations unies, déclarant le 16 mai
Journée internationale pour le vivre en paix. Ce colloque retrace à grands traits des principes et comportements qui doivent nous habiter. Ainsi, par exemple, l'engagement de notre pays en faveur de la paix et du développement durable, la prise de conscience de nos capacités spirituelles et morales en nous inspirant du compendium de la doctrine sociale de l'Église, l'histoire de notre responsabilité politique nationale, la conférence des forces vives de la nation comme défi économique qui a favorisé le redressement de l'ordre politique et qui a permis aussi de concevoir des réformes de gestion capables de sortir le pays de l'écroulement financier total et d'amorcer une économie sociale et solidaire. Le vivre ensemble, c'est concourir à favoriser et à entretenir au sein de la nation une société de fraternité, de solidarité, d'acceptation des différences en vue d'un ordre politique pluraliste. Parmi les recommandations de ce colloque de mai 2023 sur le vivre ensemble, celle du numéro 8.8 destiné au peuple béninois tout entier, à l'avant-dernier tiret, me semble primordial et digne d'être sans cesse rappelé en mémoire. Je cite: remonter aux causes historiques, ethniques et culturelles des situations qui aggravent les problèmes du vivre ensemble chez nous et ailleurs en Afrique, en débattre en toute objectivité, tolérance et pardon mutuel, pour écrire la nouvelle page de vivre ensemble qui considère les conflits comme des chantiers de reconstruction, de consolidation de l'unité et de la solidarité fondatrice des peuples africains épris de cohésion sociale et de paix. Fin de citation. Autre valeur, la valorisation du capital humain. Pour l'économiste Jacques Généreux, le capital humain est l'ensemble des connaissances, aptitudes, expériences, talents et qualités accumulées par une personne, une équipe, une organisation ou un groupe d'organisations et qui déterminent en partie leur capacité à travailler ou à produire pour eux-mêmes ou pour les autres. De ce point de vue, l'économie d'un pays passe par la grandeur de ceux qui représentent le capital humain. Lorsque nous nous rappelons la conférence des forces vives de la nation, nous saluons le sursaut patriotique qui a permis de rassembler les filles et les filles de la nation venant de près et de loin. Cette expérience qui a été vécue a transfiguré le climat politique et a suscité la confiance et le regain d'espoir. Mais ce qui a permis d'être au niveau où nous sommes, ce qui a permis ce sursaut, c'est le préalable de cette conférence nationale, à travers lequel les exilés politiques, les filles et fils du pays qui ne voulaient plus y revenir, ce qui est aussi fondamental, ce sont les dispositions préliminaires qui ont permis de donner à ceux qui étaient condamnés, à ceux qui subissaient des sanctions juridiques, d'être relevés et de pouvoir prendre part à cette Assemblée nationale. C'est à ce moment que le pays a vécu l'expérience fabuleuse et très enrichissante de son capital humain. En l'espace de 5 jours, un travail colossal a été achevé grâce à la complémentarité des femmes et hommes de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils ont mis en œuvre leur volonté d'investissement, investissement de l'ensemble de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur savoir-être pour un sursaut patriotique dont les effets perdurent encore. Enfin, troisième point, l'avenir des démocraties issues des conférences nationales. Comme contribution à la mémoire historique de la conférence des forces vives de la nation, nous devons une vive reconnaissance à l'éminent philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga pour son livre « Les conférences nationales en Afrique noire, affaire à suivre ». En intitulant la première partie de son livre par l'invention béninoise, il présente nettement la conférence des forces vives de la nation comme une véritable école qui inspire. Pour lui, je cite, « Le recours à l'arrêt de tout, pour faire place aux histoires de souffrance, pour nommer l'innommable et en faire le point de départ de la reconstruction, au mieux de la fondation d'une communauté politique, telle que me paraît la révélation décisive de l'expérience de ces assises sans pareil. Il importe de l'exprimer de toute sa force, d'en faire percevoir la portée universelle, d'en tirer les consignes méthodiques et des pratiques essentielles. De surcroît, le philosophe renchérit en ces termes. Une géographie des conférences nationales souveraines existe d'ores et déjà. Elle se déploie de l'ouest au centre, sur la façade atlantique de notre continent, et court du Sahel à la forêt équatoriale. Son domaine discontinu est celui de la colonisation française qui a satellisé le Zaïre, jadis belge et néanmoins francophone. Au Bénin, il nous revient de conserver précieusement
la mémoire de cet événement qui a fait le tour de l'Afrique et du monde. Pour le renouveau démocratique issu de la conférence des forces vives de la nation, nous sommes entrés dans une longue phase d'approfondissement et d'apprentissage de la démocratie pluraliste, dans une liberté bien sûr responsable. Le chemin est bien long avant de parvenir à une véritable maturité dans cette expérience généralement adoptée et même adaptée aux aspirations humaines et aux sociétés organisées dans l'état de droit. Nous avons appris au Bénin et nous avons essayé de mettre en œuvre les rudiments de la démocratie dans l'imperfection et à travers la praxis régulière des élections transparentes et démocratiques. Nous avons aussi tiré leçon des errances et des premières corruptions ou déviations sciemment, parfois préméditées, pour tricher ou pour gagner à tout prix. Qui ne se souviendrait pas des camions qui allaient chercher les seuls frères d'un certain pays frontalier pour gonfler le nombre des votants à qui à la cause de son propre parti ou de sa propre mouvance? Qui ne se souviendrait pas de la cause qui a fait dessaisir le ministère de l'Intérieur de centraliser les élections pour créer la Sénat? Qui ne se souviendrait pas de la crise de crédibilité de la liste électorale aux élections de 2001 et des dénonciations de tripatouillage? Qui ne se souviendrait pas du boycott massif du deuxième tour des élections de 2001 qui s'est soldé par un match amical donnant résultant à peine des 25% des électeurs? Qui oublierait le prétexte de délaissage pour justifier l'inexactitude de certains résultats communiqués à la Cour constitutionnelle malgré l'existence des onduleurs pour sauvegarder les données sur le disque dur? Oui, nous avons encore du chemin et nous devons prendre conscience de nos erreurs, de nos tricheries pour travailler dans la transparence afin que nos électeurs savent vraiment à quel sein se vouer. En conclusion, de toute manière, dans notre quête d'authenticité de la démocratie, nous devons veiller et faire éviter toute tentation d'autoritarisme et de mainmise sur les contre-pouvoirs. Alors que d'autres nations en sont au centenaire et à plusieurs années de praxis de la démocratie authentique, est-il prudent et légitime pour nous de basculer pour aspirer à un modèle asservissant et rivé sur la seule prospérité matérielle? Il nous est donc alors avantageux et salutaire de prendre une plus vive conscience de la conférence des forces vives de la nation et d'assumer notre responsabilité à faire de notre processus démocratique un point de non-retour. Je vous remercie. De non-retour. Je vous remercie. De non-retour. Je vous remercie. De non-retour.